Dans certains cas, communiquer efficacement peut s'apparenter à une forme d'art. Et ce qu'il y a de certain, c'est que l'art en soi est une forme de communication particulièrement puissante. Mais comment ces deux mondes cohabitent-ils ensemble et comment fait-on par exemple pour communiquer autour d'une œuvre sans la dénaturer? On en parle dans Bullseye. Bonjour Sarina Hyssen. Bonjour Alex. Je suis très heureux de t'accueillir ici sur Bullseye. Alors Sarina, première question que j'avais envie de te poser, parce que tu as un métier qui est quand même assez particulier, on va en C'est parler. vrai qu'on n'en connaît pas beaucoup. Ouais, comment on fait pour devenir directrice d'une galerie d'art? Alors, moi d'abord, j'ai fait des études en histoire de l'art et archéologie. C'est important de le préciser parce que le cursus à Liège, et globalement en Belgique d'ailleurs, je pense, est basé vraiment sur les deux matières. Donc j'avais envie de travailler dans l'art depuis toute petite parce qu'en fait, j'ai un papa architecte d'intérieur, j'avais un grand-père qui était artiste peintre aussi. Donc j'ai toujours baigné là-dedans, on faisait beaucoup de musées, j'avais des bouquins d'art un peu partout à la maison, donc c'était assez important pour moi vraiment de me plonger un peu plus là-dedans. J'avais longtemps hésité aussi entre littérature et histoire de l'art, mais bon, Mhm. mes premiers amours sont revenus à la charge et je me suis dirigée vers l'histoire de l'art. Alors, je n'avais pas du tout en tête initialement en fait, de travailler en galerie, parce que ce n'est pas forcément un lieu que je côtoyais beaucoup. Mhm. Initialement, moi, j'étais plutôt habituée au musée. Donc, j'avais en tête de travailler dans un musée. Et là, donc, arrivent enfin les premiers stages en musée. Et là, c'est un peu la déception. On fait tout le temps la même chose. On est très cadré. On n'a pas beaucoup d'options non plus. Après, c'était un stage, on est Ouais, ouais, d'accord, bien mais sûr. Ouais. en Mais discutant c'est même... important, hein, c'est la première fois que tu sens le milieu professionnel. C'est en général là que tu sais si tu c'est as fait le ça. bon choix ou pas, quoi. Tu vois, si ça passe, si Ouais, ça ouais. casse. Et là, je me dis, mais en fait, les galeries d'art, c'est chouette, je pense. Mhm. Je vais voir un peu si j'arrive pas à trouver un stage dans une galerie. Et du coup, le 1er septembre, je me dirige dans les galeries à Liège. Et il y en avait une forcément que j'avais en tête, c'était Yoko Yoda, Mhm. galerie d'art Ouais. contemporaine, donc. Et j'ai commencé un stage chez Yoko, donc. Et là, ça a été un amour direct pour le milieu, parce qu'il n'y a rien à faire. On est en contact avec les artistes, on Ouais. tient les œuvres, on discute, on communique, et les vernissages, donc on rencontre plein de gens, autant des amateurs que des collectionneurs, des institutionnels aussi. Là, je me suis dit, OK, c'est ça que je veux faire. Concrètement, tu as un peu abordé la question, mais comment ça se passe ce métier? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Parce que c'est vrai que dans un point de vue extérieur, quand on passe devant une galerie d'art, on a l'impression qu'il se passe rien en fait de l'extérieur, et c'est un gros préjugé, hein, parce que voilà, mais Oui, mais c'est souvent l'image Mhm. qu'on renvoie et on a l'impression qu'on attend en fait, derrière la galerie que les gens aient envie de passer le pas de la Ouais. porte. Et en fait, pas du tout. Donc, nous, souvent, on a du présentiel de 11 à 18, 4 jours semaine ou 3 jours semaine, ça dépend un petit peu. Et le reste du temps, en fait, on met en place l'exposition, les expositions, le programme d'exposition. Donc, ça fait beaucoup de choses, en fait. Il y a de la Mhm. communication, forcément, pour parler des expos à venir. Il y a du travail aussi de rédaction pour les dossiers de foire, parce que nous, on essaye de faire le plus de foires possible. On en reviendra peut-être après, Ouais, mais c'est une ouais, manière de communiquer vers bien sûr. l'international. Il y a la partie événementielle, parce qu'on fait des vernissages, forcément. Il y a tout ce qui est communiqué de presse, parce Mhm. qu'on essaye de se mettre en avant aussi via la presse. Tout ce qui est aussi relation avec les artistes, parce que forcément, il y a l'expo qui vient, mais il y a les 3 autres à venir. Donc du coup, on doit toujours faire des retours en fait, avec eux, aller les voir aussi dans leur studio, voir comment est-ce qu'on a envie de mettre en place l'exposition, ce Ouais. qu'ils ont envie de proposer, s'il y a des choses un peu particulières aussi. Donc, il y a beaucoup de choses. C'est très polyvalent, hein, comme. C'est très Mhm. polyvalent, donc on n'arrête jamais. Alors, tu as évoqué justement les events. Il y en a un qui s'est tenu il y a quelques temps, c'est la Brafa à Bruxelles. Donc, pour contextualiser, tu travailles chez Nussbaum Reading, je l'ai prononcé Correctement. correctement, parfait. Parfait. Donc, c'est une galerie d'art luxembourgeoise, mais qui est aussi basée à Bruxelles. La Brafa, c'est quoi comme festival? Parce que, bon, forcément, si on prend les voitures, il y a le salon de l'auto. Est-ce que la Brafa, c'est l'équivalent du salon de l'auto au niveau artistique ou On pourrait, d'une certaine Oui. manière, un peu comparer les deux. Donc, la Brafa, ça fait partie de ces grandes foires, en fait, qui ont lieu une fois par an, Mhm. qui regroupent X galeries. En l'occurrence, ici, pour Brafa aussi, des marchands. Surtout des marchands, initialement, parce que c'est eux qui ont mis en place l'événement, qui a, je pense, maintenant... Je J'ai crois peur que de ça dire date une des années bêtise. 50. Hein. Ça a 60 ans, hein, je pense. C'est Ouais. vraiment une très vieille foire d'art. Et donc, du coup, ça fait partie en fait des moments assez forts pour une galerie, parce que justement, on est dans la galerie normalement, Mhm. on pourrait avoir l'air d'attendre le public, et il y a des moments où il faut vraiment aller le chercher C'est ça. dans d'autres lieux. Et les foires, c'est justement ce moment de rencontre qu'on attend et qu'on prépare pendant des mois. Et Brafa, c'était un moment important pour nous. Mhm. Surtout que, comme tu l'as dit, on est en Belgique aussi maintenant. Ouais.
Donc la galerie, elle existe depuis 20 ans à Luxembourg, Mhm. 21 ans même. Ouais. Et depuis 1 an et demi, on a ouvert une galerie à Bruxelles. Donc vraiment ici, l'un des gros pôles en fait de communication et un des gros travaux à faire, c'est vraiment en fait d'attirer le public belge aussi Mhm. à passer le pas de notre porte. Et donc du coup, on fait toutes les foires en fait qui ont lieu en Belgique. Et l'une des plus importantes, c'est Art Bruxelles et Brafa. Ouais. Du coup, tu l'as évoqué un petit peu, mais ton travail consiste aussi à la promotion d'artistes. La question que je voulais avoir, enfin le point que je voulais aborder avec toi, c'est comment ça se passe la relation entre une galerie d'art et l'artiste. Comment vous faites pour communiquer autour d'un artiste, autour de son œuvre. C'est quoi le processus? Déjà, je vais peut-être commencer par là. À quel moment tu t'intéresses à un artiste? C'est peut-être ça le point de départ. Alors, quand on rencontre un artiste, ça peut être via différents médias, en fait. Maintenant, on peut citer Instagram aussi, Mhm. parce qu'il y a des artistes qu'on découvre Très juste. via Instagram. Sinon, ce qu'on fait également, c'est que c'est des artistes qu'on découvre dans des galeries qui sont plus petites, qui ont envie de passer justement Niveau à un supérieur. niveau Ouais. supérieur. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle va laisser tomber la première galerie qui l'a soutenue. Mhm. On peut trouver des accords tout à fait corrects pour les deux parties dans ces cas-là. Il y a des résidences artistes aussi qui ont des portes ouvertes à certains moments et du coup, nous, on fait le tour, on va voir ce qui se passe, on retient tel ou tel artiste. Le bouche à oreille aussi, c'est très important. On peut avoir un curateur, donc quelqu'un qui organise des expositions pour un centre d'art, une institution, comme indépendant, ça dépend un petit peu, qui va nous présenter un artiste. Ou alors, directement en sortant en fait, de l'école, il y a un jury de fin d'année avec une exposition. On peut découvrir là les jeunes artistes. Pour les artistes plus importants, Oui. là, c'est toujours plus compliqué. C'est des artistes qu'on a peut-être envie de représenter, des artistes qui ont envie de changer de galerie. Donc là, c'est plutôt pas de la négociation, mais vraiment de la discussion, de la rencontre. Et c'est quelque chose de très humain, en fait. Mhm. Donc c'est un moment où on se rend compte qu'on a envie d'aller dans une même direction. Et on peut avoir un artiste qui rejoint tout d'un coup, en fait, la galerie. Euh, tu l'évoquais, un de vos défis aussi, c'est d'attirer le public à vous. Alors, toi, dans ta galerie, vous êtes spécialisé dans l'art contemporain. Nous, on est spécialisé dans l'art contemporain et en plus, on fait du premier marché. D'accord. Donc je pense que c'est important de le situer parce que ça fait aussi écho à la différence entre marchand et galeriste. Mhm. Un marchand fait du second marché, donc c'est des œuvres qui ont déjà été sur le marché de l'art et qui reviennent en vente. Ok. Tandis que nous, on travaille directement avec l'artiste. C'est la première fois que la pièce est montrée avec nous. Elle peut être montrée Ouais. plusieurs fois avec nous, mais en tout cas sur le marché, elle n'est jamais passée par un collectionneur ou une vente aux enchères. Elle ou est quoi toute que ce fraîche du soit. studio, quoi. Elle en est gros. toute fraîche du studio. Mhm. Et donc nous, on fait que de l'art contemporain avec des artistes qui sont vivants, parfois décédés, mais récemment. Mhm. Et c'est comme ça qu'on aime fonctionner aussi, parce qu'on a ce rapport de nouveau humain qui Mhm. apparaît, tandis que dans le second marché, voilà, c'est de la recherche de Ouais, pièces ouais. aux enchères, de collectionneurs qui veulent revendre. C'est complètement différent, en fait. Mhm. Et du coup, parce que l'art contemporain, c'est quand même une forme d'art qui peut ne pas toucher tout le monde. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou... Moyennement d'accord, parce que je pense qu'il faut recontextualiser le mot art contemporain. Ouais. C'est plutôt une période, en fait. On considère que l'art contemporain, c'est l'art qui est créé après 1950. Mhm. Et là, il peut avoir énormément d'aspects. Donc, on peut avoir de l'art conceptuel, évidemment, ce qui est la chose là, souvent Oui. qui freine le plus le public, comme on peut avoir de l'abstrait. On peut avoir du narratif, ce qui revient beaucoup actuellement, d'ailleurs, sur le devant de la scène. Mhm. Après, on a de la performance, on a de l'installation. Ça peut prendre plein de formes différentes. Donc, je pense qu'on peut toujours se retrouver, en Bien fait, sûr. dans une forme ou l'autre d'art contemporain, parce que ça fait écho à notre quotidien aussi. Mhm. Il ne faut pas oublier que l'art contemporain, c'est ce qui est le plus proche de nous, finalement, avec plus ou moins des filtres par-dessus ou Ouais. des besoins de lecture, en tout cas des clés de lecture à avoir, mais pas tellement, en fait. Mhm. Je pense que parfois, il faut juste accepter l'œuvre pour ce qu'elle est, avec son propre bagage, la prendre, Ouais. et éventuellement, après, aller voir ce qu'il y a derrière. Et, voilà. Mais la première chose, c'est d'approprier une pièce avec son propre bagage et que, voilà. Quand tu dis bagage, c'est une question plus de... Parce que l'art, c'est quand même une question, une question, en tout cas, je trouve, de sensibilité. Mais est-ce qu'il y a aussi une question d'éducation, de sensibilisation, entre guillemets, à certains critères artistiques? Tu l'évoquais, toi, par rapport à tes études, tu as appris à, par exemple, reconnaître telle forme de pigmentation, on va dire. Est-ce que c'est, en tant que public, c'est quelque chose qui peut aussi jouer sur notre perception de l'art et nous faire apprécier ou non une œuvre plutôt que juste sur le ressenti? Alors, je pense que ça peut effectivement nous aider à apprécier tel type de courant artistique plus qu'un autre, avec certains bagages. Mais la première chose, c'est vraiment de prendre l'art
et la pièce d'art, la peinture ou l'autre pour ce qu'elle est, et avec toute l'émotion en fait qu'elle peut nous préoccuper, enfin qu'elle peut nous faire naître en fait simplement. Ça c'est vraiment la chose la plus importante parce qu'un artiste à partir du moment où il a créé, qu'il met la pièce en exposition, elle lui appartient plus et elle appartient aussi au spectateur. Et beaucoup d'artistes contemporains justement, ce qu'ils veulent c'est créer une réaction en fait chez le spectateur. Et celle-là, elle va être complètement plurielle parce que tout le monde va la prendre pour ce qu'elle est, avec justement ce bagage qui est le sien, qui n'est pas forcément un bagage littéraire ou scientifique, mais qui est le bagage de son vécu, en fait, simplement, et de ses émotions du moment. Et je pense que ça, c'est la première chose à retenir quand on est face à une pièce d'art, en fait. Je reviens sur la question centrale, on va dire, mais comment, du coup, tu fais pour communiquer, toi, en tant que galerie, autour de ce type d'œuvre, à un public qui, on imagine, bon, il y a un public d'initiés, évidemment, qui, eux, n'hésitent pas à passer le seuil de votre galerie, mais il y a aussi des gens qui sont juste peut-être curieux, mais qui n'osent pas forcément rentrer dans la galerie parce qu'ils se sentent peut-être pas légitimes de le faire. Comment est-ce qu'il y a un travail vraiment de communication autour de ça, de votre côté, pour... je dirais démystifier, on va dire, cette image peut-être un peu inaccessible et tour d'ivoire, entre guillemets, que peut avoir ce genre de lieu? Alors, oui. Et je pense que c'est beaucoup plus simple depuis quelques années, notamment via les réseaux sociaux. Bien sûr. Il n'y a rien à faire. C'est une porte qui est quand même incroyable, en fait, sur une galerie d'art. Parce qu'avant, ce qu'on avait pour communiquer, forcément, c'était notre site Internet. Mais si on ne connaît pas la galerie, en fait, on ne va pas voir le site Internet. Et l'autre point important, je pense, pour la communication aussi, c'est tout ce qui est presse. Donc, c'est un relais qui est le plus souvent accessible parce que forcément, il y a les revues d'art, mais il y a des rubriques culture, en fait, dans tous les journaux. Donc, La Libre, le soir, on peut trouver une rubrique culture qui met en avant certaines expositions. Et là, depuis qu'on a Instagram, on se rend bien compte, en fait, qu'il y a vraiment un public, en fait, qui n'est pas initié, qui n'est pas forcément amateur d'art de prime abord, qui s'intéresse à nous, qui s'intéresse à l'artiste, qui est, en fait, justement... Je trouve que, justement, Instagram, c'est un très bon média pour ça parce qu'on scrolle et tout d'un coup on tombe sur une pièce. Et t'arrêtes de scroller, tu dis ah tiens. C'est sympa. Et là on n'a pas le contexte de la galerie, on n'a pas le contexte de l'institution muséale, on a juste une pièce qui va nous plaire ou pas. Donc là on a vraiment ce rapport direct à soi face à une pièce d'art et tout le reste est démystifié justement. Et après c'est quand même aux spectateurs, aux followers d'aller voir ce qu'il y a derrière. Mais la première chose, c'est que on va tomber sur une image, il y aura un petit texte de présentation, parce que nous, on essaie quand même de resituer un peu forcément l'artiste. Si c'est dans une exposition chez nous, on apporte un peu de contexte. On rapporte un peu de contexte, et après on renvoie donc à des pages qui sont un peu plus... où il y a un peu plus de contenu, simplement. Mais je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant, c'est les réseaux sociaux pour ça. Et je vais poser la question autrement, mais est-ce qu'il y a une forme de stratégie, on va dire, en amont, peut-être réalisée avec l'artiste, justement, il dit, voilà, j'ai fini cette œuvre-ci, ce serait bien d'en parler un petit peu. Est-ce qu'il y a vraiment ce travail en amont, en prévoyant le type de message que vous voulez véhiculer par rapport à une œuvre? Ça se passe comment? Nous, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est avec les visites d'atelier, justement, c'est... créer du contenu autour de ça, donc filmer l'artiste en train de travailler. Donc là, de nouveau, ça démystifie en fait la pièce bien encadrée sur son mur blanc, dans son white cube en galerie. On voit comment il travaille et faire parler aussi l'artiste, c'est très important. Donc ça, il y a les interviews, il y a les vidéos qu'on poste sur les réseaux qu'on a, donc c'est-à-dire Facebook, Instagram forcément, et la presse. Après, c'est plus compliqué, vraiment, quelqu'un qui s'intéresse pas du tout à l'art, qui aura aucune envie en fait de découvrir l'art. Là, c'est là que ça devient compliqué parce qu'on peut pas non plus venir tirer en fait les gens par la manche et leur dire bon allez tiens regarde en fait ce qui se passe quoi. C'est très intéressant, je trouve que tu aies évoqué Instagram parce que c'est vrai que comme tu le disais c'est la plateforme de référence je pense au niveau visuel, tu peux trouver de tout et parfois c'est vrai que moi je suis des artistes qui publient vraiment des trucs, tu te dis waouh c'est super beau et j'aurais peut-être jamais découvert ça dans un musée ou autre. Est-ce que ça est-ce que ça a changé un petit peu le rapport qu'on peut avoir par rapport à l'art, cet usage des réseaux sociaux d'un point de vue peut-être plus galerie? Est-ce que tu disais, vous découvrez des artistes via ce canal-là? Est-ce que ça a un petit peu apporté une nouvelle dimension, on va dire, au milieu, ou est-ce que l'approche reste la même? Non, je pense que ça a vraiment ouvert de nouvelles portes par le public qu'on rencontre via les réseaux sociaux, les collectionneurs aussi. Nous, on a des ventes qui sont faites... via Instagram, donc c'est assez chouette. Il y a des galeries qui ont vraiment un modèle où ils vendent pratiquement tout. Via Internet, ça y a des plateformes qui existent depuis longtemps, mais via Instagram aussi.
Donc, c'est assez important et il n'y a rien à faire. En fait, c'est une ouverture parce que rien que les hashtags aussi qu'on va pouvoir poser, c'est des nouvelles portes en fait vers l'œuvre, vers l'artiste, vers la galerie, qui sont pas juste celles où il est noté art contemporain, C'est ça, galerie, ouais. quoi. Donc, on n'est pas aussi froid sur Instagram qu'on pourrait l'être sur notre site internet, entre guillemets, ou dans un descriptif d'exposition, quoi. Tu as évoqué le mot collectionneur. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui viennent vous trouver en disant ouais, cet artiste-là, j'adore, est-ce qu'il pourrait me faire une œuvre là comme ça? Comment ça se passe Alors, la commande, c'est quelque chose qui n'existe plus trop. Il y a des artistes Ouais. qui en font, Mhm. mais de moins en moins. Donc, après, ça dépend vraiment de la démarche en fait, Ouais. que lui a initialement. Mais souvent, le collectionneur, en fait, va prendre l'œuvre pour ce qu'elle est, entre guillemets, donc la création de l'artiste, et pas faire une commande particulière, quoi. Moi, j'en connais assez peu. J'ai un artiste là en tête de la galerie qui en a déjà fait parce qu'il travaille le portrait. Mhm. Et du coup, il a déjà eu des commandes. C'est Stéphane Balconol. Il a notamment fait aussi le portrait du Grand-Duc à Luxembourg. D'accord, oui. Donc voilà, là, ça se prête un petit peu. Mais sinon, un artiste comme, je sais pas moi, Barthélemy Togo, qu'on expose actuellement, faire une commande, ça n'aurait vraiment pas du tout d'intérêt. Lui, en plus, il a un travail qui est vraiment basé sur les migrants, Mhm. la problématique en fait de passer les frontières. Donc, des commandes, c'est pas possible, ou pas beaucoup en tout cas. Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des appels à projets avec un cadre, entre guillemets. Et là, il faut créer une pièce en fonction de ce cadre. Donc, ça peut être un thème, ça peut être un lieu, donc une œuvre qui sera in situ, avec voilà, quelques critères. Ça peut être le budget, ça peut être la taille aussi. Et là, on n'est pas sur de la commande, mais c'est finalement ce qui s'en rapprocherait Ouais. le plus, quoi. Mhm. Bon, c'est un peu l'aspect plus économique des choses, mais comment ça fonctionne l'écosystème dans une galerie? Parce que, bon, c'est pas, vous vendez pas la chaîne, tu viens de le dire. Comment la rémunération s'opère aussi bien pour vous que pour l'artiste? Comment ça fonctionne? Alors, c'est assez simple comme ça de prime abord. C'est sur le prix d'une œuvre, c'est 50-50. Donc, 50 Ok. pour l'artiste, 50 pour la galerie, en sachant que nous, on prend sous notre coupe, en fait, absolument tous les frais. Donc, l'exposition, donc ça veut Ouais. dire le loyer, ça veut dire Production. une partie de la production aussi, qu'on va récupérer sur les ventes. Les employés aussi, enfin, je veux dire, les frais de vernissage, tout ça est à notre charge. Donc, voilà, on fait 50% pour nous, 50% pour l'artiste, en sachant qu'une œuvre d'art, ça se négocie toujours. Oui. Et que la partie, en fait, ristourne, le plus souvent, est prise sur la partie aussi galerie. Justement, ça me permet d'aborder un sujet, je pense, qui obsède plein de gens, mais comment tu fais pour déterminer le prix d'une œuvre? Parce que encore une fois, c'est super, j'ai l'impression que c'est super subjectif. Est-ce que c'est une question d'offre et de demande? Est-ce que c'est aussi forcément la notoriété de l'artiste qui peut ou non jouer quand c'est un nouvel artiste? Comment ça se passe Alors, il y a un côté forcément un peu subjectif, Ouais. mais ça dépend encore une fois, en fait, de quel type de galerie il s'agit. Donc nous, en premier marché, toutes les galeries en fait qui travaillent avec l'artiste, on est sur le même prix. La seule chose qui pourrait changer, ce serait la TVA en fait, parce que d'un pays à l'autre, c'est pas du tout la même chose. Et alors un jeune artiste forcément qui aura pas un CV forcément très développé sera moins cher. Ce sera sans doute entre 2 000 et 5 000 euros pour Ok. une pièce. Et plus l'artiste en fait va développer son CV, donc surtout des expositions en institution, c'est ce qui permet entre guillemets de créer en fait une marche comme ça à chaque ça, fois à passer. Et donc là après ça évolue évidemment en fonction des expos et avec le nombre d'années. Après, d'une scène à l'autre, il y a des plafonds en fait de prix qui vont être traversés beaucoup plus rapidement que d'autres. Là, je pense aux États-Unis, où les prix pour les jeunes artistes vont être beaucoup plus vite conséquents, avec un CV qui ne va pas forcément être aussi conséquent que ces prix, en fait, justement. Tandis qu'en Europe, on a quand même quelque chose qui est plutôt une évolution un peu plus classique. plus stable, voilà, Ouais. plus classique. Et ça, c'est dû à quoi? Tu peux l'expliquer? Est-ce que c'est une différence d'approche culturelle entre Je pense les que deux? c'est vraiment une Ouais. différence d'approche culturelle. Les collectionneurs que moi, en tout cas, je connais qui sont européens, collectionnent depuis très longtemps. Il y a moins ce côté effet de mode aussi, qu'on peut trouver aux États-Unis par moment. Puis les portefeuilles ne sont pas les mêmes non plus. Donc, si on est sur une scène uniquement européenne, par rapport à un portefeuille américain, par moment, pour même métier, ce ne sera pas forcément les mêmes salaires. Donc, voilà.
l'approche sera un peu différente. C'est peut-être la curiosité un peu malsaine, mais c'est quoi on va dire l'œuvre, et pas forcément obligé de la nommer, mais qui a atteint un palier au niveau prix c'est quoi l'œuvre la plus chère finalement que vous avez Dans la galerie ouais, dans la galerie. Euh, Ou dans d'autres galeries, si t'as des... Honnêtement, dans une autre galerie, en fait, de manière globale, en fait, pour une œuvre d'art, il n'y a pas vraiment de limite, en fait. Ouais. Donc, et on se rend compte d'ailleurs que pour l'art contemporain, les limites sont beaucoup plus vite franchies que pour des pièces anciennes, classiques ou autres, où voilà, on va arriver à plus ou moins stabiliser les choses, même s'il y a toujours en fait une news ou l'autre vente aux enchères où ça a vraiment éclaté le plafond comme ça. En galerie d'art contemporain, il n'y a pas tellement de limites. Là, je sais qu'à Brafa, il y avait des pièces qui étaient à 5 millions d'euros. D'accord, oui. Donc voilà, nous, honnête. c'est complètement honnête. Donc, et je veux dire, je pense qu'ils en parlent aussi dans la presse parce qu'ils sont fiers de dire qu'il y a des pièces à 5 millions d'euros qui partent à Brafa. Donc ça veut dire qu'il y a un public d'initiés avec un portefeuille qui est présent. Donc du coup, c'est pas vraiment caché. Chez nous, les pièces qui sont exposées, qui sont les plus chères, je pense qu'on doit être autour des 380 000, quelque chose comme ça. Alors, ça n'arrive pas souvent. Nous, la tranche, le plus souvent, pour les artistes pas émergents, mais voilà, établis, on est entre 25 et 100 000. Okay. 100 000, c'est déjà beaucoup. C'est déjà, c'est pas mal, oui. Mais c'est plus ou moins la tranche, la fourchette, en tout cas, qu'on a en galerie chez nous. Et est-ce que, du coup, il y a une forme de... Parce que des galeries d'art, il n'y en a pas une seule. Il y en a quand même, je pense, relativement pas mal qui sont implantées un peu partout. Est-ce qu'il y a une forme un peu de compétition, entre guillemets parce qu'on peut imaginer que c'est quand même un cercle relativement fermé où tout le monde se connaît un petit peu. Est-ce qu'il y a une forme de compétition en disant tiens, regarde, moi j'ai signé cet artiste-là, son œuvre elle vaut telle. Est-ce qu'il y a vraiment ce sentiment un petit peu Alors encore une fois, ça dépend vraiment de la scène. À Paris, c'est très compétitif. D'accord. Il y a vraiment ce côté où voilà, tout est très cher, les loyers sont chers, donc il faut se démarquer vite aussi. Alors aller piquer les artistes de notre galerie, ça peut se faire. C'est pas bien vu, on va dire. Voilà, mais ça peut se faire quand même. Okay. Moi, j'avoue que sur Bruxelles, on est quand même moins compétitif. Il y a vraiment une bonne entente. Il y a un respect global en fait de ce que présente l'autre et de ne pas aller marcher en fait sur les plates-bandes. Donc, même quand on a des artistes, nous par exemple, on vient de Luxembourg, on avait déjà des artistes dans le programme, dont certains qui étaient présentés à Bruxelles par d'autres galeries. Et ce qu'on faisait quand on n'avait pas encore la galerie à Bruxelles, c'est que quand on venait à Bruxelles, justement, on demandait à l'autre galeriste « Est-ce que tu présentes une pièce ?» Comme ça, on se met d'accord, ou en tout cas, tu es au courant que moi, je présente l'artiste aussi sur mon stand. Et là, en arrivant sur Bruxelles, c'est des artistes qu'on sait qu'on ne montrera pas forcément tout de suite à Bruxelles, ou voilà, plus calmement. En tout cas, on ne va pas arriver avec nos grands chevaux pour présenter un artiste qui a déjà une galerie sur Bruxelles. Et de toute manière, ça ne nous sert pas vraiment, parce que la galerie a déjà ses collectionneurs, attitrés par rapport à cet artiste. Ils ne vont pas venir chez nous, en fait. Donc, c'est ça. Ça dépend un petit peu, encore une fois, aussi du niveau de la galerie. Une galerie qui sera très, très haut placée ou une jeune galerie émergente, c'est pas le même combat non plus, en fait, finalement. Bien sûr. Juste pour terminer rapidement sur ce point un peu plus financier, économique du milieu, moi, il y a un truc que je trouve fascinant aussi, c'est les collections d'entreprises. Je vais contextualiser un peu. Il y a beaucoup d'entreprises. Si on va dans un siège, par exemple, leur QG, leur siège social, on peut voir certaines œuvres d'art exposées comme ça, soit dans le hall d'entrée ou autre, où il y a carrément des collections vraiment privées, mais dont qu'elles utilisent en fait pour communiquer sur certaines valeurs d'entreprise. Est-ce que toi, c'est quelque chose auquel tu as déjà été confronté dans ton métier, ou par exemple sur des espaces comme des salons, comme le Brafa par exemple, est-ce que ça arrive de voir justement des représentants d'entreprises qui viennent vraiment acheter une œuvre en disant voilà, c'est juste pour notre entreprise et on va s'en servir un petit peu pour communiquer autour de notre image? Alors, sur les salons, parfois, on croise comme ça... représentants, c'est pas des représentants, mais c'est vraiment des gens qui sont gestionnaires en fait de collections. Okay. Voilà, oui, d'accord, ça existe carrément dans les entreprises. Ils sont gestionnaires de collections et ils font comme ça donc le tour, un peu comme pourrait le faire un art advisor aussi. Donc c'est quelqu'un qui conseille l'achat en art auprès de collectionneurs pour faire une sélection de pièces. Donc nous, ce qu'on avait d'ailleurs un moment très souvent à Luxembourg, mais un peu avant que j'arrive, c'est que toutes les entreprises qui se sont installées dans les années 90, début 2000 à Luxembourg, voulaient toutes avoir une collection d'entreprises. Après, elles sont plus ou moins ouvertes au public. Oui. C'est une manière de montrer qu'elle a des valeurs, effectivement.
c'est sans doute aussi une manière de défiscaliser certaines choses, on ne va pas se mentir non plus. Après, est-ce qu'elle communique beaucoup autour? Ça dépend un peu. Proximus le fait par moment. À Luxembourg, je sais qu'il y a des journées portes ouvertes où les entreprises en fait, vont ouvrir leurs collections. Ça fait aussi partie parfois des programmes VIP de certaines foires, d'aller voir en fait des collections d'entreprises qui ne sont pas forcément ouvertes au public. Et tout d'un coup, en fait, voilà, c'est assez exceptionnel, c'est pour les VIP, on va ouvrir. C'est une manière d'attirer aussi d'autres portefeuilles. Moi, je connais quand même pas mal de banques qui ont de très belles collections, qui invitent, notamment pour des foires, ou qui ouvrent en fait leur collection. Et c'est une manière aussi d'attirer l'œil d'un nouveau public, pour eux comme pour nous finalement. Est-ce qu'il y a aussi une forme peut-être un peu de mécénat dans ce cadre-là Il y a des formes de mécénat aussi. Là, par exemple, je pense à Ekman, qui est un courtier en assurance, qui est vraiment spécialisé aussi en assurance pour œuvres d'art, et qui ont des prix donc, durant des foires. Donc, notamment pour Art & Paper, il y avait le prix Ekman. Un moment, je pense qu'ils l'ont fait aussi pour le Solo Art Bruxelles. Je pense que c'est eux qui remettent le prix. Donc, du coup, c'est une enveloppe. Et voilà, et une reconnaissance de l'entreprise, donc avec de la communication autour aussi. Bien sûr. Donc autant auprès de leur clientèle que du côté de la foire, auprès de l'entreprise en fait qui va décerner le prix. Donc c'est toujours une espèce de jeu de va-et-vient entre... On a des publics qui sont parfois similaires aussi, donc ça peut être intéressant. Alors, on vient d'aborder, on a beaucoup abordé le côté artistique, le côté financier, un peu le côté com. On va plonger maintenant vraiment dans le côté com de l'art. Est-ce que tu es d'accord avec cette phrase l'art, c'est de la publicité? Est-ce qu'on peut dire ça? C'est un grand homme qui l'a dit, c'est pas moi. Ah, je serais curieuse de savoir du coup. C'est Andy Warhol qui a dit ça. Mais j'allais dire, c'est forcément quelqu'un de la pop, parce que Andy Warhol, c'est un grand artiste, mais c'est aussi quelqu'un qui a fait du marketing de l'art. C'est toute sa force et c'est tout le propos aussi de son travail artistique. Parce qu'avec la Factory, donc à New York, ce qu'il fait, c'est qu'il se joue en fait de la consommation et forcément en fait de la publicité qui à l'époque est au centre de la vie urbaine, au centre de la télévision aussi, qui est présente de manière complètement incroyable pour l'époque, parce que c'est le moment où les télévisions arrivent dans tous les foyers. Donc, je pense que dans son cas, c'est vrai, parce que ça fait vraiment partie de son propos. Et il faut le remettre en contexte aussi, parce qu'on est à un moment culturel très effervescent autour justement de la consommation. Après, c'est plus le cas pour moi. Après, par moment, on peut trouver des liens entre publicité et art, comme on peut en trouver entre le cinéma et l'art plastique aussi. On va retrouver des références comme ça. Après, ça ne se vend pas de la même manière, la publicité et l'art. Bien sûr. Pour la poser autrement, est-ce que l'art est devenu quand même un outil assez utile en com, notamment au niveau com visuel. Comment est-ce que toi tu peux voir cette perception-là aussi, ou est-ce que par exemple il y a des entreprises qui viennent chercher des artistes avec lesquels tu pourrais être en contact en leur disant voilà, nous on a cette campagne en tête, mais on aimerait bien que ce soit toi qui nous fasse tel ou tel visu, ou qui vienne avec un concept Alors, moi j'ai jamais eu le cas. Je pense que ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a des artistes qui accepteraient pas de faire ça, parce qu'ils n'auraient pas envie en fait que leur travail soit juste dédié à la vente de quelque chose. Il n'y a rien de péjoratif là-dedans, mais c'est simplement la manière dont ils vont concevoir en fait leur travail. Après, il y a des campagnes de pub qui sont magnifiques, qui sont faites en collaboration avec des artistes. Forcément, on pense à tout ce qui est mode aussi, parce que c'est des campagnes de pub qui sont quand même assez importantes. Là, en l'occurrence, il y a des campagnes Louis Vuitton avec, j'ai oublié son nom là tout de suite, l'artiste japonaise qui fait des points, donc assez connue, comme ça, qui a une perruque rouge. Je vais revenir sur son nom un moment dans le podcast, à mon avis, qui a fait du coup des pièces de maroquinerie avec ces fameux points qui sont un peu sa signature. Après, comme on en parlait tout à l'heure, il y avait ces campagnes Campari aussi, où il y avait des affiches en fait un peu partout donc dans l'espace urbain qui avaient été commandées auprès d'artistes. Donc c'était très chouette, c'était une manière de se réapproprier en fait simplement la ligne Campari de la bouteille avec tel artiste ou tel autre en fait qui en faisait quelque chose de très personnel. Et ce qu'ils avaient fait aussi pendant le confinement, c'est qu'ils avaient créé une très grande galerie en fait virtuelle avec les pièces de leur collection justement, qui étaient accessibles. Donc ça, c'était assez intéressant. Après, moi, malheureusement, j'ai jamais eu ce genre de proposition parce que j'ai peut-être pas des artistes dans la programmation qui sont
se rechercher aussi pour ce type de campagne, en fait, simplement. Quand il y a des grands moments, en fait, artistiques qui sont de la communication aussi pour les villes, là, je pense à Christo avec l'Arc de Triomphe, c'est une manière aussi de faire parler de la ville de Paris. Alors, on n'est pas sur un produit mercantile au premier sens du terme, il y a des vraies campagnes, en fait, publicitaires pour le tourisme. Et l'art aussi, là, peut entrer vraiment en première ligne dans ces cas-là, en fait. Oui, il y a un truc que je trouve très intéressant par rapport à justement cet aspect art-ville, c'est aussi que l'art peut être utilisé comme une forme de revalorisation de certains milieux urbains. Par exemple, à Liège, je sais bien qu'il y a, par exemple, eu un moment où on a redécoré certaines vitrines vides, etc. Est-ce que c'est aussi des formes, finalement, tu évoquais la communication pour les villes, est-ce que c'est vraiment aussi un des objectifs de l'art, c'est vraiment de revaloriser un lieu, un endroit, à une temporalité donnée? Ah oui, oui, complètement. Et je pense qu'ici, pour Liège, c'est un bon exemple. Ça s'appelle Art au Centre et je suis justement commissaire, en fait, pour cet événement. Donc, les commissaires, en fait, c'est ceux qui vont créer les vitrines avec un artiste. Donc, on sélectionne et puis on discute de ce qu'on va mettre en avant dans la vitrine. Et c'est vraiment une manière, en fait, de redécouvrir un quartier qui est parfois laissé plus ou moins à l'abandon, des commerces qui ne peuvent pas exister parce que, voilà, pas assez de visibilité, pas assez de clients, forcément. Ouais. Et à Recentre, ce qui a été vraiment très chouette aussi, je pense, c'est que pour les premières éditions, on est tombé pendant le confinement. Et tout ce qui était institution, forcément, était fermé. Il n'y avait pas tellement d'accès à la culture en vrai, en tout cas, autrement qu'en virtuel, parce qu'il y a eu plein de campagnes, évidemment, virtuelles pendant le confinement. Et en fait, il y a plein de gens qui ont découvert, en fait, des artistes, des propositions artistiques en tout genre, en fait, en se promenant dans les rues, en fait, de Liège. Et donc, du coup, ça, c'était assez intéressant, parce que, du coup, c'était un peu la seule chose qui était accessible à un moment T, qui est assez exceptionnel dans l'histoire, on est d'accord là-dessus, mais qui a permis de mettre en avant l'art et de redynamiser, en fait, certains espaces urbains qui ne sont pas forcément agréables de prime abord, ou en tout cas valorisés. Il y a, à Bruxelles aussi, il y a tout un circuit avec des espèces de fresques un peu dans le centre historique. Voilà. Je me rappelle j'en avais vu 3-4 à l'époque où je vivais là, mais il y a vraiment tout un circuit où tu peux faire quasi tout Bruxelles. Il y a tout un circuit de street art aussi, parce que le street art, c'est hyper important aussi. C'est une manière de mettre en relation l'art avec un grand public. Et aussi de valoriser une culture qui est très importante, qui est la culture urbaine aussi, parce qu'on pense aussi que l'art, ça a ce côté élitiste, mais il ne faut pas oublier que les artistes, en fait, ils viennent de tout milieu aussi, et qu'ils ont envie de discuter de beaucoup de sujets différents, et le côté urbain aussi en fait partie, comme l'environnement peut en faire partie aussi. Donc il y a de très belles, en fait, initiatives qui prennent place dans les villes, et qui sont très accessibles, et qui peuvent être un premier pas avant de rentrer dans une galerie, avant de rentrer dans un musée. Souvent, c'est accompagné de QR codes, donc si on veut en savoir un peu plus, on trouve l'information très facilement. Donc non, c'est très important, en fait. Il y a aussi, je rebondis sur justement cette notion de street art, moi qui me fascine, c'est que ça véhicule aussi pas mal de messages sociétaux. On évoquait l'aspect com et marketing, entre guillemets, utilisé par certaines entreprises, mais il y a aussi des artistes qui se servent, eux, de leur savoir-faire pour véhiculer des messages. Ah oui, après, je pense que tous les artistes, quoi qu'il arrive, veulent véhiculer un message, parce qu'une pièce d'art, avant tout, c'est un élément de communication propre, sans mots, en fait, pratiquement. Parce que chaque artiste, en fait, qui produit une pièce, c'est une manière de se mettre en relation avec le monde, donc c'est une manière de communiquer. Et dans le street art, c'est d'autant plus parlant qu'il y a des sujets politiques, de l'hyperconsommation aussi, qui sont mis en avant. Et c'est une première porte ouverte. Il y a aussi un mec, quand même, dont je pense qu'il faut parler, c'est Banksy, quand même. Au niveau urbain, ce qu'il fait, c'est assez... chaque fois qu'on voit une œuvre de ce mec, c'est vrai que tu t'interroges, quand même. Ah oui, en plus, lui, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on ne sait toujours pas qui est derrière. On ne sait pas si c'est un collectif, on ne sait pas si c'est un artiste seul. Et Banksy, ce qui est super intéressant avec lui aussi, c'est qu'il se joue aussi un peu de tout. Parce qu'il y a des pièces qui sont vendues aussi dans des galeries, qui sont vendues aux ventes aux enchères. Donc, on se souvient de l'épisode, je pense, avec cette œuvre en fait, qui s'autodétruit quand le marteau tombe sur le prix final. Et il se joue de tout, et ça, c'est très intéressant. Et après, coup de pub ou pas coup de pub, pour en revenir à un élément de communication, c'est... il se met complètement en avant. Je pense que tout le monde a entendu parler sans être sur des revues, en fait, d'art. Et c'est une pièce qui est vendue dans un certain état, qui est celui qui est évalué au moment de l'expertise avant la vente, celui qui est présenté, et au moment où le marteau, en fait, tombe, cette pièce est détruite.
Mais pourtant, c'est presque à ce moment-là qu'elle prend encore plus de valeur, en fait. Donc, c'est une manière de se jouer, en fait, de la consommation presque excessive qui existe parfois dans l'art contemporain. Et de la démesure de certains prix. Et de la démesure, en fait, de certains prix pour des objets qui sont parfois pas surévalués, mais qui, en tout cas... Ça peut être une chaise, par exemple. Ça peut être une chaise. Et là, on rentre dans l'art conceptuel, du coup... Après, c'est pas forcément mauvais, hein, le non, mais conceptuel. Je caricature, oui, d'accord. Mais là, c'est vraiment ce moment où, en fait, là, l'objet d'art acheté n'est même plus le même, en fait, à la fin. Et il se joue comme ça un peu de tout. Après, il y a beaucoup d'artistes qui aiment beaucoup se jouer. Côté un peu provocateur. Provocateur du marché de l'art. Ouais, surtout à une époque où dans la société, il y a plein de messages qui sont véhiculés pour dénoncer tel ou tel oui, parce qu'il y a plein d'artistes aussi qui dénoncent de manière assez engagée, frontale l'hyperconsommation. Et c'est pas pour que l'art devienne aussi un élément d'hyperconsommation. Donc pour eux, c'est très problématique aussi. Parce que voilà, l'art, ça s'achète. Pour certains, ça se consomme aussi très rapidement. Ça crée aussi forcément énormément de frais et de problèmes environnementaux qu'on ne cite pas forcément toujours. Mais voilà, l'art, c'est beaucoup de transport aussi. Donc, il y a des artistes qui, pour éviter ce genre de choses, vont faire des choses qui sont très locales, en fait, avec des matériaux qui sont durables, qui sont recyclés aussi. Donc, ça ouvre la porte à beaucoup de choses, en fait, justement, d'aller à l'encontre du marché de l'art aussi. Alors, ça me permet d'embrayer sur un sujet qui est très d'actualité. Puisqu'on va parler un peu d'intelligence artificielle. Alors, ça t'a pas échappé depuis plusieurs semaines, on n'arrête pas de parler de ChatGPT, tous ces genres de choses. Il y a des trucs qui font un peu flipper, on va pas se mentir, quand on voit ce dont la machine est capable aujourd'hui, on se dit bon, on en a pour combien de temps encore. Il y a quand même un truc qui est assez incroyable avec cette IA, c'est notamment des trucs comme Midjourney qu'on peut voir par exemple sur Instagram, qui produit vraiment des œuvres sur base d'une description. Est-ce que c'est un phénomène qui, dans le monde artistique, est-ce que ça inquiète? Est-ce qu'au contraire, on voit ça comme une opportunité pour les artistes de peut-être s'exprimer différemment? Toi, d'un point de vue de directrice de galerie d'art, quel regard tu as sur cette nouvelle technologie, entre guillemets, parce que ça fait des années que c'est en développement. Mais... Ah oui, ça fait des années que c'est en développement et ça fait des années aussi que les artistes sont en relation avec les machines, de près ou de loin, technologie hyper avancée ou pas. Moi, je regarde pas ça forcément d'un mauvais œil. Ça dépend de ce qu'on en fait, ça dépend comment ça va être utilisé aussi. Parce que la technologie et l'art, c'est quelque chose qui a toujours été, voilà, comme je le disais, très très proche. Et ce genre de réflexion, tout d'un coup, on peut se dire « Ah, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ça va tuer l'art ». C'est des réflexions qu'on a eues aussi au 19e siècle avec l'invention de la photographie, finalement. Et pour moi, ça peut devenir un outil à part entière pour la création artistique. Ici, ce qui va primer, du coup, ce sera l'utilisation des mots, de la phrase qui va créer quelque chose. Ce que je trouve plus problématique, par contre, c'est les bases de données en fait utilisées, parce que ça prend des millions et des millions d'images qui sont pas forcément en libre droit. C'est ça, ouais. J'ai des retours comme ça dans la presse et autres d'artistes qui se plaignent en fait de voir leurs pièces en fait utilisées dans ces bases de données sans aucun consentement. Donc là, on est du coup sur du droit intellectuel. Bien sûr, ouais. Donc là, moi, c'est là où je trouve que ça peut être problématique. Après, un nouvel outil de création, ça sert à rien en fait de dire que ça va être effrayant ou quoi que ce soit. Il faut juste arriver à le cadrer un petit peu à un moment, juste par rapport à cette propriété intellectuelle. Mais après, je pense que c'est une ouverture sur plein de choses. Et ce serait bête de se la refuser, en fait, simplement. Après, je peux comprendre le côté effrayant. Ici, je sais qu'il y a un robot qui s'appelle Aida, qui est complètement autonome, donc qui a une forme humaine, qui est un artiste avec une intelligence artificielle qui crée, qui a même fait des TED Talks autour de son travail. Je peux comprendre que ce soit effrayant, on va pas se mentir. Oui, ça c'est très loin. Ouais. Là, ça va très très loin parce que ici, ça pose la question aussi de qui est l'artiste en fait. C'est ça que j'allais te poser comme question. Tu parlais de propriété intellectuelle. À partir de quel moment une personne peut encore se dire « Ok, c'est moi qui ai créé ça », alors que ça a été par exemple généré par une intelligence artificielle Enfin, c'est un débat un peu philosophique, mais... Ah, c'est complètement philosophique, mais c'est comme le débat, mais qu'est-ce que l'art Ouais. Même il y a 2 siècles, on se posait la question, même durant l'Antiquité, on se pose la question. Ici, moi, je trouve que quand on crée à partir de mots, de phrases, et que c'est généré par autre chose, il y a quand même la personne qui est derrière son clavier, entre guillemets, voilà, si on veut réduire complètement, qui crée en fait cette volonté de
de juxtaposition d'images. Après, quand c'est comme le cas ici avec Aïda, hein, si je me souviens bien du nom, c'est que là, il n'y a plus personne à les laisser libres d'elle-même. Donc, il y a quelqu'un qui a développé quand même tout ça. Est-ce que c'est un développeur? Est-ce que c'est un artiste? Du coup, là, ça devient plus compliqué philosophiquement, en tout cas, et déontologiquement à comprendre. Parce que, de nouveau, en fait, si cette machine crée la question aussi même légale, en fait, du droit intellectuel, à qui appartient l'œuvre, en fait. Est-ce que c'est à la machine? Et du coup, ça devient une personne physique. Enfin, ça peut aller dans des sphères complètement... C'est quoi la frontière entre, finalement, la créativité IA, on va dire, et la créativité humaine? C'est un peu ça le débat aussi. C'est ça qui est un peu compliqué. Oui. Vaste sujet, je suis sûr que les philosophes vont s'en emparer très rapidement. Ah oui, je pense qu'il y a déjà plein de choses. Après, c'est aussi des sujets qui sont prisés par les artistes et qui sans être vraiment des artistes du prompt art, parce que ça s'appelle comme ça, hein, je pense, l'art qui est issu en fait d'intelligence artificielle. Il y en a d'autres qui se mettent en confrontation dans des performances ou autres à la machine, qui vont questionner aussi la conception artistique d'une machine, qui vont... Voilà. Donc ça peut aussi être une manière de développer une réflexion haute pour des artistes qui ne sont pas forcément issus de ce médium, en tout cas, et qui vont questionner un peu notre quotidien. Et ça, c'est toute la beauté de l'art contemporain, c'est que ça questionne ton quotidien à toi, le mien, mais celui de tout le monde. Est-ce que tu penses qu'un jour, si on continue vraiment dans cette évolution assez stratosphérique des capacités d'intelligence artificielle, est-ce que tu penses qu'un jour, une œuvre totalement créée par une IA pourra devenir un chef-d'œuvre et pourra atteindre, je ne sais pas, un statut de notoriété comme des œuvres de Picasso ou autres Alors, je pense que c'est déjà le cas. Oui. Alors, après, est-ce qu'on peut parler de chef-d'œuvre? Je ne sais pas. Oui. Mais est-ce qu'on peut parler de réussite commerciale? Là, clairement. Parce que je sais qu'il y a une œuvre d'un collectif français, Obvious, je pense, qui a été vendue à pratiquement 300 ou 400 000 euros, comme ça, aux enchères. Et c'était une espèce de condensé, en fait, d'images de portraits, depuis le 19e, quelque chose comme ça, qui a eu un succès commercial réel. Donc, dans le marché de l'art, cette pièce compte. Après, il y a un collectif derrière. Il y a un concept qui passe via l'intelligence artificielle, qui crée... Il y a aussi tout l'aspect numérisation et digitalisation de l'art aujourd'hui. Bon, on parlait un peu d'Instagram, c'est en soi une forme d'art digital. Les différentes œuvres, les différentes peintures, images qu'on peut observer sur ce réseau-là. Il y a évidemment tout l'enjeu des NFT. Les NFT... Bon, je ne pense pas qu'il faut qu'on réexplique trop en détail ce que c'est, parce que c'est quand même hyper technique, hyper nébuleux. Oui, c'est un truc vraiment qui peut être très abstrait en fait pour plein de gens. Mais grosso modo, on va dire que ce sont des œuvres digitalisées, numérisées, avec une propriété. Il n'y a qu'une seule personne qui peut être propriétaire de ce token-là, c'est comme ça qu'on appelle dans le jargon. On remarque qu'il y a quand même pas mal de musées qui s'intéressent justement à cette question des NFT. Alors, il y a, évidemment, le marché il a explosé pendant tout un temps. On a vu aussi, ça a aidé. Oui, on a vu des œuvres, je ne sais pas si on peut appeler ça des œuvres, mais en tout cas des images ultra pixelisées, par exemple, de petits singes qui se sont vendus mais à des millions d'euros, alors que ce n'est pas tangible, entre guillemets, comme bien. Je ne sais même pas si on peut appeler ça un bien. Oui, non, je comprends. Moi aussi, par rapport à ça, je suis très perturbée, entre guillemets, en tout cas complètement en questionnement. Après, le côté tangible, c'est pas forcément quelque chose qui me dérange, parce qu'il y a plein d'arts qui ne sont pas tangibles concrètement. Si on parle du cinéma, mais même de la littérature, je veux dire, c'est des choses qui sont pas tangibles, en fait, qui existent parce que quelqu'un est là pour les voir. Donc ça, c'est aussi le cas pour l'art conceptuel, quoi, finalement, d'une certaine manière. En tout cas, si on n'est pas là pour mettre en avant l'idée, l'art n'existe pas dans ce cas-là. Après, je pense que là, les NFT, il y a des choses à faire, des choses qui seront peut-être intéressantes, mais que là, le tri n'a pas été fait. Oui. Parce que bon, après, je pense qu'il faut quand même arriver à questionner son médium. Ici, l'art digital. À quel moment est-ce qu'on passe de l'art digital à de l'NFT? Quelle est la volonté aussi de mettre en avant? Est-ce que si c'est juste pour faire quelque chose de rigolo et de joli, c'est pas vraiment tellement le propos de l'art non plus. Le côté esthétique existe, peut être important, mais c'est plus ce qui prime non plus. Il faut arriver à se positionner et à se questionner en fait par rapport à son environnement. Et là, si c'est juste pour prendre le filon en fait de quelque chose qui se vend, qui peut se vendre cher, c'est problématique.
Après, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire aussi avec les NFT. La preuve, c'est que les musées s'intéressent à ça aussi. Il y a des galeries aussi qui s'intéressent à ça. Et c'est des choses qui sont très intéressantes. La plupart du temps, on se rapproche quand même de l'art digital et le NFT devient simplement une sécurité en plus pour le traçage et la circulation des œuvres d'art, parce que c'est quelque chose qui est important aussi. Et pour peut-être la propriété intellectuelle aussi. Et pour la propriété intellectuelle, tout à fait. Donc là, c'est hyper important. Après, je pense qu'il faut faire le tri. Oui, bah, c'est comme je disais, il y a des trucs absolument hallucinants qui ont été créés et qui sont vendus à des prix, mais des prix tellement ridicules. Incroyables. Après, bon, il y a des gens qui ont envie de l'acheter. Et après, Marcel Duchamp disait que l'art existe à partir du moment où quelqu'un dit que c'est de l'art. Donc bon, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, mais on peut s'imaginer ça aussi. Après, il faut qu'il y ait une espèce aussi de reconnaissance des pairs, en fait, par rapport à l'art, en fait. Il faut que quelqu'un aussi qui a un bagage aussi un petit peu puisse dire oui, ok, d'accord, là, ça devient vraiment intéressant, qu'on s'intéresse un peu en recherche avec des doctorats ou autres, des institutions, ce qui est le cas actuellement, pour dire voilà, là, c'est chouette, ça mérite d'être mis en avant. Mais il y a des choses qui méritent d'être à la poubelle. Sur ces belles paroles, je te propose qu'on clôture cet épisode maintenant. Sarina, c'était un vrai plaisir de t'accueillir ici sur Bullseye. Sujet ultra passionnant. Écoute, plaisir partagé. Ça fait plaisir. Voilà. Le milieu artistique comme ça, c'est vrai que de loin, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Et donc, merci à toi pour avoir un petit peu éclairé certaines zones d'ombre qu'on pouvait avoir. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur Spotify pour plus de Bullseye. Et d'ici à la prochaine, je vous dis salut. Bullseye.